Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 241. Et à la lumière de l'actualité, puisqu'étant donné que les Américains ont laissé les talibans prendre le pouvoir en Afghanistan, j'aimerais rappeler à ceux qui effectivement sont encore une fois les détracteurs de l'Afghanistan soviétique ou de l'Afghanistan socialiste, leur rappeler les bienfaits qu'il pouvait y avoir à l'époque et effectivement se souvenir des avancées sociales et plus particulièrement du traitement à cette époque tout à fait révolutionnaire et novateur de la condition de la femme. Alors, après avoir pris le pouvoir à Kaboul, les talibans ont tenté, on l'a bien vu au fil de l'actualité, d'adoucir leur image d'extrémistes. Lors d'une conférence de presse, si je ne m'abuse, le 17 août 2021, le porte-parole du groupe Zabihullah Mujahid a déclaré entre autres qu'il s'engage à garantir aux femmes leurs droits conformément à l'islam et qu'il n'y aura aucune discrimination à leur encontre. Il a, je cite, déclaré que les femmes pouvaient travailler et aller à l'école, mais que leur activité devait être dans le cadre des normes de la charia, donc de la charia. Compte tenu, bien entendu, de la mise en œuvre passée par les talibans d'une variante hautement sectaire de l'islam déobandi, avec la décimation concomitante des droits civiques des femmes au nom du Coran, les récits contemporains d'un islamisme, je dirais, modéré, ne peuvent pas être crus facilement. Alors lorsqu'on considère les sombres réalités des femmes afghanes, et c'est un fait, on a tendance à accorder rarement de l'importance aux années communistes du pays. On, bien entendu, fait table rase, on n'en parle pas, comme si cela n'avait jamais existé. Et pourtant, pendant ces années communistes du pays, qui ont vu, je dirais, une bataille radicale contre le fléau du patriarcat, mixé avec des conceptions grégaires et religieuses. Et donc en 1964, le roi Zahir Shah a tenté de contenir la résistance croissante contre le régime monarchique avec une constitution, en lançant un processus appelé Nouvelle démocratie. Cela a donné naissance, je dirais, à trois acteurs politiques différents. Premièrement, les communistes, organisés en parti démocratique du peuple d'Afghanistan, le PDPA, qui s'est scindé en deux factions en 1967, le Khalq, qu'on appelle les masses, et Parcham, donc le drapeau. Les islamistes de la Jamiat al-Islami al-Burhan ad-Din Rabbani, devenant la principale organisation à partir de 1973. Et en trois, bien entendu, la dernière, je dirais, faction, les réformateurs constitutionnels comme Mohamed Daoud, cousin de Zahir Shah. Alors, la montée du PDPA, donc le Parti communiste, a encouragé la formation de secteurs féministes. En 1965, 6 militantes créent l'Organisation démocratique des femmes afghanes. Les principaux objectifs de ce mouvement étaient d'éliminer l'analphabétisme féminin, les mariages forcés et les prix de la dot, en coordination bien entendu avec la structure. Elle a initié des luttes collectives de libération des femmes, et les femmes ont obtenu le droit de voter, d'étudier à l'étranger, de travailler hors de chez elles. Et dans les années 70, 4 femmes de ce même parti ont été élues au Parlement. Les victoires progressives ont été durement disputées en avril 70, donc deux mollahs irrités par la présence de mini-jupes, d'enseignantes et d'écolières ont tiré sur les jambes des femmes et en tenue occidentale et ont aspergé de l'acide. Procédé assez connu, pratiqué au Pakistan chez les Pashtuns. Alors parmi ceux qui se joignent à cette action déraisonnable se trouvait Gulbuddin Hekmatyar, qui plus tard sera effectivement une faction dans le désordre afghan après le départ des soviétiques, et qui est devenu, je dirais, une figure de proue des moudjahidines.
et l'un des combattants de la liberté, selon le concept américain, est célébré par l'ancien président américain Ronald Donald Reagan. Alors en octobre de la même année, un cycliste de la province de Herat, Gul Mohammed, a agressé des écolières et infligé de graves blessures à plusieurs d'entre elles lorsqu'il a été arrêté et condamné à 18 ans de prison. Il a déclaré qu'il recommencerait s'il était libéré. L'incident a poussé plus de 5000 femmes à manifester devant le Premier ministre, plus particulièrement le ministère, et de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation en criant « Rendez-le ». Zahir Shah est renversé en juillet 1973 par Mohammed Daoud, son cousin, et s'exile longtemps à Rome. Alors que la monarchie a été abolie, l'instabilité nationale, causée par des éléments théocratiques, toujours les mêmes, la corruption généralisée et une réticence à mettre en œuvre des réformes agraires ont aliéné de larges sections de la population afghane. Nous en arrivons bien entendu en 1978 où le Shah d'Iran a convaincu Daoud de se retourner contre les factions communistes de son armée et de son administration, en réponse à une répression d'État de plus en plus sévère. Des officiers de gauche dans l'armée, à la demande du Parti communiste, bien entendu, ont pris d'assaut le palais présidentiel de Kaboul en réponse. Le gouvernement a été remis à Nour Mohammed Taraki, un professeur communiste devenu président du Conseil révolutionnaire d'Afghanistan, et ces développements, qui ont été largement soutenus par l'URSS, sont connus sous le nom de Révolution Sohr. Une rapide campagne de modernisation est immédiatement mise en place, voire lancée, selon les termes du Parti communiste, et l'un des principaux objectifs était de libérer les femmes laborieuses d'Afghanistan des relations féodales, aliénantes, humiliantes, et d'assurer leur avancement à tous les niveaux. Taraki a adopté le décret numéro 6 contre l'hypothèque et l'endettement foncier, et le décret numéro 7 contre la dot et pour la réglementation du mahr, c'est-à-dire en fait en arabe, mahr veut dire la dot. Paiement du marié à la mariée dans le cadre de la cérémonie de mariage islamique. Le 4 novembre 1978, il nota qu'à travers la promulgation du décret numéro 6 et 7, les paysans laborieux ont été libérés des liens des oppresseurs et des usuriers, mettant fin à la vente des filles pour de bon, car désormais personne n'aurait le droit de vendre une fille ou une femme dans un pays. Le droit des femmes au divorce également a été introduit. Les tribunaux de la famille, Mahakem el-Famili, généralement présidés par des femmes juges, organisaient des audiences pour les épouses concernées et cherchaient à protéger leurs droits au divorce sur des questions connexes, telles que la pension alimentaire, la garde des enfants et la pension de toute forme, quelle que soit. Et ces règles de mariage ont, je dirais, subverti les normes patriarcales, incarnées spécifiquement dans qu'on appelle le Pushtun Wali, le code tribal, le code Pashtun, comme son nom l'indique, des Pashtuns dominants. Alors, la dot a été payée au père de la mariée en compensation de la perte du travail de sa fille dans l'unité familiale. Le mariage était un moyen de mettre fin au conflit, de forger des alliances politiques entre les familles et d'accroître le statut de la famille, en évitant certaines querelles. La mise en place d'un nouveau cadre matrimonial par le Parti communiste a autonomisé, je dirais, les femmes, leur permettant de désobéir et d'ignorer les directives de la famille et de l'autorité masculine. Bref, leur donnant une autorité plénipotentielle au même titre que l'homme. Alors le gouvernement communiste de l'époque a lancé une vaste campagne d'alphabétisation dont les objectifs étaient d'éduquer les femmes, les enfants et les hommes. En août 1979, 600 écoles avaient déjà été, je dirais, installées dans toutes les campagnes. Une caractéristique distinctive de ce projet était, je dirais, son insistance sur l'enseignement obligatoire pour les femmes. Et les réformateurs précédents avaient fait de l'alphabétisation une question de choix, permettant aux tuteurs masculins de décider de l'éducation de leurs filles. Ainsi, 96% de toutes les femmes afghanes étaient analphabètes. Il faut bien se le rappeler. Alors le Parti communiste a joué un rôle très important dans les campagnes antipatriarcales.
En 1984, le Parti communiste avait organisé 30 000 femmes en 669 unités politico-sociales et avait mobilisé plus de 80 000 femmes rurales dans la production sociale. En 1990, l'organisation avait réussi à unifier plus de 160 000 membres avec 1405 femmes de la classe ouvrière, 7 309 femmes agricoles, 62 810 femmes au foyer, 33 764 étudiantes. Il comptait 30 comités provinciaux et 33 sous-provinciaux, 29 antennes dans les zones rurales, et avait créé des liens avec 152 organisations nationales, régionales, internationales, dont les Fédérations internationales démocratiques des femmes, l'Organisation nationale des femmes africaines, Comité des femmes de l'Union soviétique, ainsi que les associations des femmes de l'Inde, de Cuba, du Vietnam, de l'Iran, du Pakistan, du Bangladesh et, ma foi, de la Turquie. Anaïta Ratsebaz, militante majeure de ce parti, a rejoint le comité central du PDPA en 1976 et est devenue ministre de la Protection sociale. Le 28 mai 1978, elle a écrit un éditorial provocateur dans Kabul Time. Les privilèges que les femmes du droit doivent avoir sont l'égalité d'éducation, la sécurité d'emploi, les services de santé, le temps libre pour élever une génération en bonne santé et construire l'avenir du pays. L'éducation et l'instruction des femmes font désormais l'objet d'une attention toute particulière du gouvernement. Par ailleurs, elle a défendu la politique de son administration. C'est la première fois que la question de la protection des droits des femmes en tant que mère et citoyenne laborieuse d'Afghanistan est à l'ordre du jour, que d'un débat politique de haut niveau et figure dans une plateforme où la poursuite persistante des droits des femmes a contrarié les forces conservatrices. En opposition aux réformes progressistes du PDPA, de nombreux éléments tribaux sont rendus dans les camps de réfugiés au Pakistan, où les filles et les femmes avaient très peu d'opportunités d'éducation et étaient extrêmement isolées. Pour échapper à ces difficultés, beaucoup d'entre elles ont rejoint l'association islamique des femmes afghanes de l'organisation al-Muslima, créée par Rabbani et Hekmatyar pour défendre la division sexuelle du travail et l'atroce système rural d'honneur masculin et d'échange entre patriarches. Alors, une insurrection tribale islamiste, on y arrive, fut bientôt lancée contre le PDPA initialement. Et cela a pris une forme sporadique, à commencer par le meurtre local d'enseignement et l'incendie d'écoles. Les mollahs impitoyables, cependant, avaient soif de saigner à grande échelle. En mars 1979, une révolte anticommuniste éclate à Hérat contre l'initiative du gouvernement d'apprendre à lire aux filles. Des administrateurs du PDPA, des femmes et des enfants ont été rassemblés, torturés, découpés en morceaux et leurs têtes collées sur des poteaux pour défiler dans la ville. Ça vous rappelle rien ? Les renseignements pakistanais, le financement saoudien, le soutien politique américain ont renforcé les attaques des moudjahidines et la lutte interne au sein de la gauche ont exacerbé la situation entraînant les soviétiques en Afghanistan. Et cette guerre civile internationalisée a duré jusqu'au 26 septembre 1996, date à laquelle les talibans ont conquis Kaboul et ils ont supprimé les décrets de l'ère communiste qui autonomisaient les femmes et ont plutôt adopté les lois islamiques strictes qui refusaient l'éducation des femmes, leur ordonnaient de se couvrir, leur interdisaient de voyager sans parents masculins et punissaient d'adultère par la lapidation. Les femmes qui n'obéissaient pas correctement aux règles, soit elles montraient une partie de leurs jambes, soit sous leur burqa qui n'était pas en tissu assez épais, étaient publiquement battues. Dans de nombreux cas, par des hommes brandissant des chaînes ou des bâtons, et dans un moindre cas, devant les femmes et enfants qui pleurent. C'est la fermeture catastrophique de l'expérience révolutionnaire afghane, aurait pu être évitée sans l'intervention continue de la puissance impérialiste américaine, dont on sait leur soutien indéfectible aux djihadistes vicieux. Donc, les Américains sont à la responsabilité de ce qui se passe en Afghanistan, qui avait effectivement jadis commencé à faire des réformes pour faire évoluer le pays,
se servant bien entendu des éléments les plus rétrogrades de la religion pour finalement voir la situation aujourd'hui du fruit mûr qu'ils ont mis en place, la réussite à Kaboul aujourd'hui d'un gouvernement de talibans. Voilà, c'était une petite réflexion, et puis surtout remettre les choses dans leur stricte vérité, puisqu'on parle très peu des communistes au pouvoir à cette période-là, et les avancées qu'ils avaient, je dirais, amenées à l'égard des femmes. Et donc je vous invite à réfléchir sur ce qui peut arriver ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine chronique.